Bonjour, désolée pour ce petit couac d'ordinateur. Merci de m'avoir invité pour présenter cette revue de la littérature essentiellement et des données aussi de la cohorte française sur les atteintes hématologiques des téloméropathies. Donc moi, je m'occupe de téloméropathie parce que je travaille au Centre de référence maladies rares, des aplasies acquises et constitutionnelles. Donc j'ai eu l'occasion de prendre en charge un certain nombre de patients dans ce contexte. Donc, je vais repasser rapidement en résumé. Le raccourcissement excessif des télomères dans nos cellules est à l'origine à la fois d'une sénescence cellulaire et d'une instabilité génétique. Cette instabilité, ce raccourcissement excessif des télomères, il est associé à un certain nombre de mutations constitutionnelles du complexe télomérase et du complexe Sheltrin qui se répartissent un peu différemment en fonction des atteintes d'organes, mais on va le voir, il y a en fait un grand overlap entre toutes ces maladies ou tous ces syndromes décrits. Donc, on a longtemps pensé que la dyskératose congénitale était une maladie assez homogène et vous voyez que jusque dans les années 2010, on parlait encore de dyskératose congénitale. Ça, c'était une série présentée par Docal à l'ASH. Vous voyez que sur 120 patients, on avait un phénotype qui était très homogène avec des patients avec des atteintes qui débutaient très tôt dans l'enfance, qui avaient tous la triade classique anomalie de la pigmentation. On a perdu votre diaporama. Flore, on a juste perdu le diaporama. Perdu. Alors, attendez. Il faudrait peut-être fermer celui-là, puisque celui-là est... Voilà. Alors, attendez. Ah, ça a sauté. Ouais, alors, on va recommencer. Là, vous voyez? Oui, on voit. Est-ce que tu peux mettre en plein écran? Là? Peut-être pas encore tout à fait là. Ça marche pas? On n'a pas encore plein écran. Déjà, on voit. Hein. Oui. Alors, parce que moi, j'arrive pas En mode je peux pas voir présentation. les deux en même temps. C'est ça qui est un peu casse-pied, avoir à la fois l'écran. Et s'il n'y a pas trop d'animation, on Il n'y a voit. pas d'animation normalement. Eh ben, on voit comme ça. Là, vous voyez? Oui, oui, là, on voit. Hein. Je pense qu'il vaut mieux continuer comme ça. Je bouge, vous voyez, là, j'ai changé de éventuellement, si tu peux légèrement augmenter la taille de la slide. Là, je peux pas. Parce que Bon, je suis au alors, max. Moi, je suis en plein écran. Nous, on n'a pas en plein écran, mais on est sur la diapositive numéro 4, dyskératose congénitale classique. C'est bon? Oui. Et là, je passe à la 5. Est-ce que ça suit? Non. Arc. Attendez, je vais sortir du plein écran. Et Ça y est, c'est passé. là? Et là, c'est bon? À la 5. Ouais. Là, je suis revenue à la 4. Ah ben, il faut un tout petit temps. Il faut que ça descende jusqu'à Clermont-Ferrand. Et là, c'est bon ou pas? Pas encore. Là, on est sur la 5. Ouais, c'est casse-pied. Je sais pas pourquoi ça ne suit pas. Parce que là, je suis pourtant. Bon, sinon, je peux. Sur la 4, là, peut-être essayer ça. Et si je demande le contrôle, je vais voir. Alors. Sinon, je reste comme ça et je vire le. Parce que là, je suis en plein écran. Ouais. Comme ça, pour nous, ça va. Hein, on le voit, mais simplement, quand tu passes les slides, on a du mal à suivre. Ouais. Mais là, je vous ai laissé le contrôle. Ah bon? Alors, on va voir. Ici, là. Mais comme moi, je ne vois pas l'écran, je ne sais pas où. Je risque d'avoir du mal à suivre. Évidemment, oui, je peux comprendre. Oui. Oh, shit. Il faut faire quoi? Il faut que je rende la main. Alors, je rends la main, mais je ne sais pas comment on la rend là. Hein. Ah oui, allez-y. Ah oui, c'est ça, arrêtez. Ouais. Arrêtez le contrôle, c'est ça. Voilà, on a rendu la main.
presque là. Alors, on va refaire comme ça. On va voir si ça marche. Donc là, vous êtes sur la 4. Oui. OK. Je refais une tentative. Et là, je suis en plein écran. C'est bon ou pas? Diapositive, on est sur la 4. D'accord. Donc, ce que je disais, et puis je vais y aller doucement pour les transitions, ce que je disais, c'est que ces patients qu'on incluait dans les pathologies étiquetées dyskératose congénitale avaient des formes beaucoup plus homogènes, avec des formes probablement beaucoup plus sévères, et en fait regroupent une sous-entité de début précoce avec des atteintes sévères qui présentent cette triade classique et qui avaient pratiquement tous une insuffisance médulaire associée à un certain nombre d'autres anomalies. Quand on regarde la répartition des anomalies génétiques, on voit qu'une majorité de ces patients, que le gène le plus fréquemment impliqué, c'est le gène DKC, et vous verrez que chez nos patients, c'est pas du tout le cas. Depuis les années, le début des années 2010, je ne sais pas si vous voyez la diapo 5 déjà. On va attendre un tout petit peu, elle va arriver, je pense. En fait, les modalités diagnostiques génétiques constitutionnelles ont très rapidement évolué. Pour vous donner une idée, en 2005-2007 encore, il fallait envoyer des prélèvements aux États-Unis ou en Angleterre pour avoir un diagnostic de téloméropathie. Et par conséquent, on sélectionnait de façon drastique les patients et on envoyait exclusivement les patients qui avaient cette triade, entre guillemets, classique. Et depuis le début des années 2010, on a des diagnostics qui sont faits en France dans un nombre de centres croissants et on a clairement augmenté de façon extrêmement importante le nombre de patients qui sont testés et par conséquent le nombre de patients qui sont diagnostiqués avec en plus un nombre de gènes qui a rapidement évolué avec maintenant plus de 17 gènes considérés comme responsables de téloméropathie et c'est aussi pour ça que le phénotype a beaucoup évolué. Je ne sais pas si vous la voyez. Ben non, on est toujours sur la 4. Sinon, je vais arrêter comme ça. Là, ça va? Oui, ça y est, on est passé sur la 5. Sinon, je vais juste grossir un peu. Sinon, on va pas y arriver. Là, on voit bien. Vous voyez, ça c'est le nombre de patients diagnostiqués, pas testés, au laboratoire de Caroline Canguisser à Bichat. Vous voyez, actuellement, on tourne à peu près autour de 80 patients diagnostiqués chaque année et la majorité de ces patients viennent de services de pneumologie. Alors que les patients qui arrivent de services d'hématologie, ça représente moins de 20% des patients. Et par contre, on a de plus en plus de patients aussi qui sont diagnostiqués du fait d'hépatopathies prédominantes. Donc il y a vraiment une évolution du phénotype qui est majoritairement liée au fait que les situations cliniques dans lesquelles on recherche ces mutations constitutionnelles des gènes des téloméropathies ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Et ça a beaucoup modifié notre conception de cette maladie et c'est pour ça qu'on parle de téloméropathie plus que de dyskératose congénitale maintenant, puisque finalement cette triade, elle est rarement présente et surtout elle n'est pas du tout fixée. Il faut se rendre compte que les anomalies cutanées, les anomalies des phanères sont des choses qui évoluent au cours de la vie. Et moi, j'ai des patients chez lesquels j'ai vu apparaître les anomalies cutanéo-muqueuses au cours du suivi sur 5 ans, de voir vraiment ces anomalies apparaître. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est figé et parfois, il y a des signes qui sont extrêmement discrets, mais qui vont se démasquer au cours du temps. Donc ça, c'est les principaux gènes qu'on recherche actuellement, enfin qu'on rencontre actuellement. Donc les plus fréquents, ça reste que TERT, RTEL1, TINF2 aussi. Les autres, et DKC1, on le verra en France, est beaucoup moins fréquemment retrouvé que sur les séries initialement publiées.
On a fait des classifications pour essayer de décrire des entités spécifiques, et ça c'était un exemple où on distinguait des syndromes au sein des téloméropathies, mais c'est une vision des choses qui est de plus en plus remise en cause parce qu'on sait que c'est des choses qui sont évolutives au cours de la vie et que y a des patients qui vont pouvoir présenter certaines anomalies à certains moments et qui vont s'associer au cours du temps. C'est pour ça qu'on a tendance plutôt à avoir une vision maintenant qui est évolutive. Les seules spécificités, c'est probablement le syndrome HH, qui est vraiment une entité particulière et qui concerne essentiellement des patients avec des mutations homozygotes, des formes très sévères qui commencent très tôt dans la vie et qui s'associent à des anomalies très spécifiques en termes de déficit immunitaire, d'hypoplasie cérébelleuse et de troubles digestifs qu'on retrouve beaucoup plus rarement chez les autres patients. Donc ça, c'est une façon de présenter les choses que je trouve extrêmement beaucoup plus représentative de ce qu'on voit en clinique, à savoir des manifestations un peu différentes en fonction de l'âge de survenue des premiers symptômes. Et c'est vrai que si les enfants se présentent principalement avec des insuffisances médulaires, on va chez les adultes voir des manifestations, notamment sur le plan hématologique, beaucoup plus hétérogènes. En particulier, on a des patients qui gardent des thrombopénies isolées pendant très longtemps, des patients qui ont des insuffisances médulaires modérées et surtout beaucoup d'adultes qui vont se présenter avec des syndromes myélodysplasiques ou des évolutions vers des leucémies aiguës de syndrome myélodysplasique. Et de la même façon, les atteintes d'organes isolés de type hépatopathie ou insuffisance respiratoire ou fibrose pulmonaire entre guillemets idiopathique vont souvent survenir chez des adultes de plus de 40-50 ans quand elles sont isolées. Mais on en diagnostique aussi chez les enfants. Il y a des enfants et des adolescents qui commencent à avoir des atteintes quand ils ont des formes entre guillemets plus sévères, donc qui sont plus complètes. En hématologie, on a globalement 3 types de situations où on va diagnostiquer ces patients. Soit des patients qui ont des aplasies ou des hypoplasies médulaires. C'est souvent donc des enfants, des adolescents ou des adultes jeunes. On le verra, une prédominance sur la lignée plaquettaire et certains vont avoir des phénotypes de dyskératose congénitale classique, mais la majorité vont avoir que des petites anomalies, troubles de la pigmentation, canicie. Alors, il y a chez la plupart de ces patients, contrairement à d'autres insuffisances médulaires, il n'y a pas de petite taille, il n'y a pas de retard de croissance. C'est vraiment la différence avec les formes très sévères type HH, mais les patients qui ont des téloméropathies n'ont pas ce type d'atteinte. Et on a parfois la canicie et pas quelque chose de constant. On a quelques patients, même adultes, qui n'ont absolument pas de canicie et qui, par ailleurs, ont des atteintes sévères avec des mutations classiques retrouvées. On a ensuite un deuxième phénotype qui est celui des SMD, qui survient souvent chez des adultes de 40 à 60 ans, mais parfois un peu plus jeunes. Et là encore, ils ont souvent des anomalies, au moins de la pigmentation ou une canicie précoce, et parfois d'autres atteintes, fibrose pulmonaire principalement, mais aussi des hépatopathies. Et puis, il y a un autre groupe de patients qui sont des patients qui ont une thrombopénie isolée. Soit on les identifie dans le cadre de bilans de pathologies pulmonaires ou hépatiques. Alors, avec les pathologies hépatiques, comme il y a beaucoup d'hypertension portale, c'est toujours très difficile de trancher sur la cause de ces thrombopénies, ou alors au cours d'enquête familiale. Mais ça peut être parfois une présentation d'une téloméropathie, ça peut être une thrombopénie isolée. Et on l'a vu notamment en explorant des ascendants de patients qui étaient porteurs et qui, à 75-80 ans, avaient comme seule anomalie une thrombopénie. Donc, on avait repris il y a quelques années et on est en train de compléter cette étude. On a actuellement 110 patients qu'on a explorés complètement sur le plan hémato avec au moins 1 myélogramme qu'on est en train de décrire. Mais à l'époque, on s'était attaché à une première cohorte de 35 cas index qui est diagnostiquée à l'âge adulte. Et vous voyez, l'âge médian des premiers symptômes était de 30 ans et l'âge médian du diagnostic génétique de 40 ans, donc avec un délai assez long.
les caractéristiques hématologiques, c'est vraiment la thrombopénie prédominante. C'est vraiment la lignée qui est la plus touchée. Elle est pratiquement constamment touchée chez ces patients. Et puis une anémie souvent macrocytaire, et les neutrophiles sont souvent respectés le plus tardivement. Tous ces patients avaient, quand ça avait été recherché, des télomères inférieurs au premier percentile. Et vous voyez, la majorité avait une atteinte hématologique comme premier symptôme. Il y en a une minorité qui avait aussi en même temps une hépatopathie et des atteintes pulmonaires. Mais là aussi, c'est quelque chose qui est évolutif au cours du temps. Puis d'un point de vue génétique, vous voyez qu'on avait principalement des mutations TERT et le nombre de patients qui sont mutés DKC1 est très faible dans notre série. Donc, d'un point de vue du diagnostic hématologique, c'était principalement des cytopénies, donc soit cytopénie isolée, soit hypoplasie médulaire. Et on a quelques patients qui ont présenté un SMD ou une LAM. À partir du moment où on fait le diagnostic, c'est souvent une maladie qui a quand même un pronostic assez sombre. C'est pour ça qu'on avait gardé que les cas index pour pas biaiser avec les cas diagnostiqués dans le cadre de conseils génétiques. Mais la médiane entre le diagnostic et le décès pour les 40% de patients de cette cohorte qui sont décédés était assez courte puisqu'elle était de moins de 2 ans. Pour ce qui est des hémopathies, vous voyez que sur cette cohorte, on avait 9 patients qui ont présenté des SMD ou des LAM. À chaque fois, le diagnostic a été fait au moment du diagnostic de téloméropathie. Et l'âge moyen, un médian au diagnostic, c'était de 53 ans, donc un peu plus âgé, avec des premiers symptômes qui étaient apparus à 43 ans. Alors, la majorité, c'était des problèmes hématologiques, mais il y avait quelques patients qui avaient été pris en charge initialement pour d'autres problèmes hépatiques ou pulmonaires. C'est principalement des SMD, dont 3 patients qui avaient une AREB et un patient qui avait une leucémie aiguë, enfin 2 d'ailleurs, il y a une erreur. Mais et il y a 5 patients quand même sur l'ensemble qui avaient des cariotypes complexes. D'un point de vue thérapeutique, on a 2 patients sur cette cohorte qui avaient été traités par du Vidaza avec une bonne efficacité et une clairance blastique et qui ont pu être allogreffés. Mais malheureusement, ces 2 patients ont chuté précocement après la greffe. Et il y a un autre patient qui a été allogreffé avec un RCMD et en fait qui a rechuté lui tardivement après une transplantation hépatique sous forme d'une LAM. Puis il y a une patiente qui avait une présentation très particulière parce qu'elle avait une anémie réfractaire sidéroblastique qui a été suivie depuis 25 ans et finalement elle n'est pas décédée de sa myelodysplasie mais d'une hémorragie sur une hépatopathie chronique non diagnostiquée. Voilà. Et les autres patients n'avaient pas pu avoir de traitement du fait des comorbidités et avaient été traités uniquement par des soins de support. Si on regarde dans la littérature, il y a cette cohorte récente qui a été publiée qui décrit un peu toutes les pathologies tumorales, tumeurs solides et hémopathies. Vous voyez que les syndromes myélodysplasiques et les leucémies aiguës sont les principales complications tumorales que vont présenter ces patients. On parle beaucoup de tumeurs solides, mais finalement, quand on regarde la description, il n'y en a pas tant que ça qui sont décrites dans la littérature. Et donc, vous voyez que la répartition, bon, c'est un petit nombre de patients, là, c'est juste sur les cas d'hémopathie, est à peu près la même que la nôtre. Et c'est effectivement des leucémies aiguës qui sont secondaires à des syndromes myélodysplasiques. Et vous voyez que, comme nous, on retrouve beaucoup de cariotypes de mauvais pronostic avec beaucoup de monosomie 7. Voilà. Et ce qu'ils observent en regardant le NGS, quand ils comparent les patients qui ont des syndromes myélodysplasiques et des leucémies aiguës et ceux qui n'en ont pas, c'est qu'on retrouve certaines mutations somatiques chez les patients qui n'ont pas de myélodysplasie ou de leucémie aiguë, mais avec des variations alléliques et surtout un nombre de mutations qui est beaucoup plus faible. Et il n'y a pas de profil particulier. Nous, on retrouve aussi pas mal de mutations de P53 chez ces patients, ce qui va avec le phénotype, entre guillemets, de mauvais pronostic. D'un point de vue thérapeutique, il y a eu au début des années, au moins des années 2000, un ralentissement important du nombre de greffes parce qu'on s'est rendu compte que ces patients mouraient rapidement de complications sévères, le plus souvent hépatiques et pulmonaires.
Il y a encore des centres qui ont continué à greffer ces patients. Nous, on avait arrêté, on a repris avec des nouveaux conditionnements il y a quelques années. Je vous montrerai un petit peu les résultats. Mais ça, c'est une revue de tous les cas publiés dans la littérature qui a été fait en 2016, justement pour regarder l'impact justement de l'âge, des modifications des conditionnements. Et vous voyez, malheureusement, on voit que le pronostic post-greffe reste globalement extrêmement sombre, avec en fait des complications qui font qu'on n'a jamais de plateau. Et ce qu'on voit, c'est que ces complications, malheureusement, sont presque aussi fréquentes quand on fait des conditionnements non myéloablatifs que myéloablatifs. Les principaux éléments en termes d'impact, c'était l'âge au moment de la greffe. Donc, plus on est jeune, moins il y a de complications. Et surtout le fait d'avoir un donneur qui n'est pas totalement compatible. Donc nous, actuellement, on ne propose plus de greffe autre que 10-10 et on ne les propose que quand toutes les alternatives thérapeutiques ont été testées. Si vous regardez les causes de décès, vous voyez que malheureusement, même quand on a des conditionnements non myéloablatifs, les principales causes de décès, ça reste les hépatopathies et les pathologies pulmonaires qui apparaissent en post-greffe. Pour vous donner voilà, une petite idée, ça c'est le travail de thèse d'une de nos internes, RIM, qui a repris dans le cadre de sa thèse tous les patients allogreffés pour des téloméropathies avec des conditionnements de type FCC, c'est-à-dire avec du Campat, fludarabine endoxant, qui est censé être beaucoup moins toxique dans ce contexte. Et vous voyez que malheureusement, les résultats sont extrêmement décourageants, puisque la courbe orange, c'est la courbe des patients qui ont été greffés pour des hypoplasies médulaires, et la courbe bleu-vert, c'est ceux pour des hémopathies. Et donc, on a un taux de complications qui est extrêmement important, et surtout un taux de rechute chez les patients qui ont été greffés pour des hémopathies qui est extrêmement important. Et tous ceux qui n'ont pas rechuté ont fait des complications soit liées à la GVH, soit liées à des toxicités d'organes qui sont extrêmement sévères. Donc, voilà, ces résultats qui nous ont un peu découragés sur la réalisation d'allogreffes de cellules souches hématopoïétiques chez ces patients. Les alternatives thérapeutiques, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est les androgènes. Alors en fait, on sait que les androgènes marchent dans les aplasies médulaires depuis de très nombreuses années, et on savait déjà depuis de nombreuses années que les patients qui ont des téloméropathies répondent particulièrement bien. Donc cette étude qui avait fait beaucoup de bruit dans le New England, elle a confirmé ce qu'on savait en utilisant un androgène qui a la particularité d'être globalement mieux toléré, en particulier pour tout ce qui est effet virilisant pour les femmes. Alors, c'est une étude qui est très discutable parce que le endpoint primaire, qui est l'élongation, la longueur des télomères dans le sang, n'est corrélé à aucune... Il n'y a pas de données qui montrent que ça améliore le pronostic des patients, avec des résultats qui étaient impressionnants, mais qui... en fait, sont des résultats court terme, puisqu'ils ont arrêté l'étude précocement parce que les résultats étaient tellement bons qu'ils ont décidé de l'arrêter précocement. Ce qui est un peu étonnant dans cette étude, c'est l'absence d'effets indésirables, puisqu'on sait que c'est un médicament qui est globalement très mal toléré sur le plan hépatique, mais qui sont malgré tout assez intéressants. Pour ce qui est de l'allongement de la longueur des télomères, d'une part, c'est une étude qui était assez étonnante parce qu'ils avaient, en fonction des patients, différentes techniques pour évaluer l'élongation de la longueur des télomères et que les résultats n'étaient pas reproductibles d'une technique à l'autre. Puis, il y a une autre étude qui a été publiée, qui est une étude rétrospective, mais ils ont regardé chez un certain nombre de patients qui étaient traités par androgène ou qui ne l'étaient pas, l'évolution de la longueur des télomères, et ils n'ont pas retrouvé de différence. Ça ne veut pas dire que le médicament n'est pas efficace, mais ça veut dire que ces données sur la longueur du télomère sont quand même extrêmement discutables. Nous, dans notre expérience, on avait repris un certain nombre de patients qu'on suivait et qui avaient reçu des androgènes pour des atteintes hématologiques dans le cadre de téloméropathie documentées. Il y a un certain nombre de patients dans le New England qui n'étaient pas documentés génétiquement, par ailleurs.
Et on a des résultats qui sont bien bons chez des patients, mais globalement, on a aussi beaucoup d'échecs ou d'arrêts pour des effets secondaires. Et notamment, on a 2 patients qui sont décédés de complications hépatiques sévères très rapidement après le début des androgènes, avec notamment un cas d'insuffisance hépatocellulaire sévère et un cas de patient qui a développé un CHC très rapidement. Donc, c'est un médicament qui semble être assez intéressant chez ces patients et c'est ce qu'on propose actuellement en première ligne, mais les résultats sont peut-être un tout petit peu surévalués dans la publication. L'autre chose, c'est que dans cette publication, ils retrouvaient qu'il y avait potentiellement un effet sur les atteintes pulmonaires avec un ralentissement de la décroissance de la CVF. Et c'est pour ça qu'on a fait une étude avec les pneumologues pour essayer d'évaluer à la fois sur le plan hématologique et sur le plan pneumologique ce traitement et puis de regarder également de notre côté avec une méthode unique l'évolution de la longueur des télomères. Donc, on a mis en place ce protocole qui a pour objectif d'inclure 20 patients avec une atteinte hématologique et 20 patients avec une atteinte pulmonaire et d'évaluer sur des critères cliniques et non pas biologiques la réponse au traitement. C'est une étude qui est en cours. Tous les patients dans la strate pneumologique ont été inclus parce qu'il y en a beaucoup plus. Dans la strate hémato, on a un peu plus de mal et on espère qu'on va quand même pouvoir inclure tous les patients. Donc, voilà, donc actuellement, on est toujours en train d'évaluer ce traitement, mais ça reste en termes thérapeutiques sur le plan hématologique pour des patients qui n'ont pas d'évolution vers un SMD ou une LAM, notre première ligne de traitement avant d'envisager une greffe. Donc, chez un adulte, il faut y penser quand on a une hypoplasie médulaire, donc surtout des patients qui ont des aplasies modérées avec une prédominance de la thrombopénie et une grosse macrocytose, surtout s'il y a des antécédents familiaux, qui soient pulmonaires, hépatiques, éventuellement de carcinome hépatocellulaire, parce qu'on en a un certain nombre. Et puis, on le recherche maintenant chez toutes les myélodysplasies du sujet jeune parce que ça reste des entités rares et que ça a un impact important sur la prise en charge thérapeutique. La canicie précoce, c'est-à-dire avant 20 ou 30 ans, est un élément diagnostique important parce que c'est assez fréquent. Et puis, il faut être très attentif à regarder les anomalies de la pigmentation qui peuvent être parfois assez discrètes. Parmi les autres manifestations de cette maladie qu'on observe souvent, il y a une ostéoporose qui est extrêmement fréquente et parfois extrêmement sévère, y compris chez les hommes de 30 ans. Donc, il faut d'une part le dépister quand on a fait le diagnostic, mais aussi ça peut être un élément qui rentre dans les orientations diagnostiques. On a l'impression qu'il y a aussi pas mal de thromboses chez ces patients et on retrouvait aussi une augmentation du risque de lymphome non-Hodgkinien, ce qui a été observé aussi sur d'autres cohortes, notamment la cohorte américaine. D'un point de vue biologique, les télomères courts, on va revenir, sont un élément d'orientation important, mais il faut aussi regarder l'HbF qui est souvent très élevé chez ces patients. C'est pas constant, mais c'est fréquent. Et il y a souvent une grosse hypergamma aussi qui peut être un élément d'orientation diagnostique. Pour ce qui est des télomères, donc actuellement en France, c'est fait à un endroit, c'est le laboratoire de Robert Debré, c'est Elodie Lenné qui est responsable de cette activité. Et on considère que en dessous du premier percentile, il y a une probabilité qui est très élevée, mais c'est pas spécifique des téloméropathies. On a d'autres insuffisances médulaires constitutionnelles qui sont associées à des télomères courts, donc il ne faut pas se restreindre à ce diagnostic. Et puis on a des aplasies médulaires idiopathiques sensibles au traitement immunosuppresseur qui ont parfois des télomères courts, donc un diagnostic, enfin juste un résultat de télomère court fait pas un diagnostic de téloméropathie. Voilà, chez les adultes plus âgés, entre le premier et le 10e percentile, c'est aussi considéré comme pathologique. Il y a une grande hétérogénéité clinique, c'est-à-dire que, y compris dans des mêmes familles avec des mêmes mutations et un même, on va dire, patrimoine génétique, a priori, on a des manifestations qui peuvent être de sévérité et puis des atteintes d'organes qui peuvent être variables. Il y a un grand questionnement sur les raisons de ces variations. Donc, on sait que sur une population large de patients avec des téloméropathies, il y a des facteurs qui impactent. Il y a la génération, puisque effectivement, les parents peuvent transmettre des télomères courts. Et donc, si un enfant reçoit à la fois des télomères courts et une mutation
de ce complexe, il va avoir des télomères qui vont être beaucoup plus rapidement, encore plus courts, et va développer des manifestations plus sévères et plus précoces et plus complètes de la maladie. Mais il y a également l'âge, on l'a vu, les expositions environnementales qui sont extrêmement importantes, en particulier tout ce qui est toxique, tout ce qui est tabac pour ce qui est pulmonaire, mais aussi toutes les expositions professionnelles, l'alcool aussi chez les patients qui ont des hépatopathies. Et puis on sait qu'en hématologie, on a beaucoup de patients qui sont parfois décompensés par des traitements qui sont réputés comme très peu hématotoxiques, mais qui chez ces patients vont être très rapidement et fortement hématotoxiques sur des moelles qui n'ont pas des capacités de réponse. Et puis, il y a eu des questionnements sur des possibles phénomènes de réversion, comme on en a observé dans d'autres pathologies. Et il y a quelques temps, il y a une étude qui a été publiée où ils ont mis en évidence des phénomènes entre guillemets, de réversion somatique avec des mutations qui sont soit dans le promoteur du gène de la télomérase, de TERT, soit dans d'autres gènes dont on sait qu'ils impactent sur la longueur des télomères, qui ont été identifiés dans des familles où il y a des pathologies liées à un allongement excessif, entre guillemets, des télomères. Et ce qu'ils ont pu montrer... Je l'ai pas. Excusez-moi, pour les personnes qui sont connectées, merci d'éteindre vos micros. Et donc, ils ont, dans cette étude, ils ont regardé chez des patients contrôle, chez des patients qui avaient des télomères courts sans atteinte hématologique, sans hémopathie, et chez des patients qui avaient soit des téloméropathies avec des SMD ou des LAM. Ils ont regardé s'ils mettaient en évidence ces mutations somatiques acquises additionnelles. Et ce qu'ils ont observé, c'est un nombre important, effectivement, une fréquence importante de ces mutations somatiques qui réversent le phénotype avec des clusters en fonction des gènes initialement mutés. Et des mutants somatiques observés. Et puis surtout, ils ont observé un différentiel entre les patients qui avaient des myélodysplasies et ceux qui n'en avaient pas. Et donc, visiblement, un élément protecteur, le fait d'avoir ces mutations somatiques qui réversent le phénotype, avec en plus, chez certains patients, ils ont pu mettre en évidence que ces mutations somatiques étaient principalement dans le compartiment myéloïde, ce qui va en faveur d'une sélection de ces populations, entre guillemets, révertantes ou compensatrices en tout cas. Voilà, donc des choses des études qui permettent de peut-être de mieux comprendre cette hétérogénéité, en tout cas sur le plan hématologique. Donc, quand on prend en charge ces patients à l'âge adulte, on a malheureusement un arsenal thérapeutique qui est extrêmement limité et on reste beaucoup dans la surveillance, chez les enfants aussi d'ailleurs, et la prévention, dans le dépistage des autres atteintes. Les cancers qui sont les plus observés, c'est essentiellement les cancers au niveau carcinome épidermoïde, au niveau de la tête et du cou, et puis les CHC qu'on voit beaucoup, surtout chez les patients qui ont des hépatopathies. Voilà. Et puis il y a tout un contexte qui est compliqué d'enquête familiale et de conseils génétiques. C'est pas des pathologies qui sont simples à porter, notamment quand on fait des diagnostics chez des jeunes adultes dans le cadre d'enquête familiale. On a souvent des patients qui sont âgés, notamment quand ils sont pris en charge en pneumologie, où ils ont pas déjà des enfants et des petits-enfants, donc avec des risques de maladies beaucoup plus sévères dans la descendance. Et donc, ce n'est pas vraiment des maladies simples, avec en plus les questions des diagnostics prénatales, puisqu'il y a tout ce problème de double héritabilité, à la fois de la longueur des télomères et de la mutation, qui peut poser des problèmes en termes de diagnostic prénatal ou préconceptionnel, et qui est là encore pas très simple à prendre en charge.